Bien le bonsoir à tous, à toutes et toutes. Voilà, donc tout d'abord, je remercie bien volontiers Monsieur le maire et la ville d'Istres, et puis bien sûr la paroisse, pour donc cette conférence. Nous allons parler ce soir de compagnonnage, voilà. Et donc je vais laisser quand même la parole aussi pour présenter le prévôt de Carpentras, de notre maison de Carpentras, qui est une belle maison. Je te laisse te présenter, Pays. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Jules Arson, donc je suis le prévôt de Carpentras et de Salon de Provence, et aussi donc compagnon menuisier. Donc, je suis sur la fin de mon tour de France et pendant 3 ans, j'accompagne les jeunes qui passent dans le Vaucluse, dans une partie des Bouches-du-Rhône, pour qu'ils passent une merveilleuse année en compagnie de tous les sédentaires. À toi, Franck. Moi, je suis Franck Dubuisson, istréen, honnête compagnon passant tailleur de pierre du devoir. Et bon, certains me connaissent bien déjà ici, je vois beaucoup de têtes qui me sont familières. Et donc j'ai participé évidemment à la construction de cette église. C'est le chantier qui m'a fait revenir à Istres. Et voilà, et puis du coup, j'y suis resté. Voilà, très bien. Donc moi, je suis la volonté de Coutras, honnête compagnon passant tailleur de pierre du devoir. Voilà, donc je suis sédentaire à Amboise. Voilà. Donc, bien sûr, quand on est compagnon, on est compagnon pour la vie. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on s'arrête. Voilà. La vie continue. Et surtout, la vie continue pour passer le témoin à nos jeunes. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce soir, bien sûr, ce parcours de nos jeunes qui ont débuté à Bordeaux, qui ont débuté à Lyon, qui ont débuté à Marseille, etc., etc. Et alors, vous inquiétez pas, France, ça a été barré, mais parce que, non, c'est bien les compagnons du devoir et du Tour de France, malgré que maintenant, on fait le Tour de France à l'international. Voilà. Donc, on a des maisons maintenant d'accueil sur les 5 continents. Voilà. Donc on va commencer. J'ai à peu près 1 heure. Bon, j'ai mis ma montre. Bon, je suis bavard. Alors, sortez vos crayons pour poser des questions, parce que c'est bien de poser des questions. Voilà. Nous sommes là pour y répondre, en tout cas. Essayez. Donc, alors, on va déjà voir si ça fonctionne. Si je me mets comme ça, c'est mieux. Tu peux me dire, là? Ah, voilà. Ça y est. C'est que j'appuyais pas où il faut. Alors, donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu le sommaire. Voilà, donc j'ai mis en relation, si vous voulez, le parcours de formation de nos jeunes quand ils arrivent chez les compagnons. Et j'ai appelé ça les fondations. Les fondations, parce qu'effectivement, sans fondation, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc il faut des bonnes fondations pour s'élever le plus haut possible. Et puis ensuite, je terminerai par l'élévation, avec des photos de l'élévation, bien sûr, de notre église Sainte-Famille, la transmission, bien sûr, et puis le partage. Le partage, c'est très, très, très important. Toujours partager ce qu'on sait faire. Alors cette conférence, elle vous est proposée suite à la demande de l'Office de tourisme et puis bien sûr de la ville d'Istres. La formation initiale jusqu'à l'état de compagnon du devoir, qui sont ces femmes et hommes de métier en compagnonnage, que deviennent-ils et que font-ils dans la société? Souvent rigoureux, bien sûr très exigeants, perfectionnistes, ils font preuve d'abnégation dans le travail et dans tout ce qu'ils font. Même si ce n'est pas la pierre, même si ce n'est pas le bois, mais en tout cas, chaque fois qu'ils prennent une commande, ils vont où? Oui, encore aujourd'hui, ce sont toujours des bâtisseurs qui maîtrisent les outils numériques et les logiciels
en perpétuelle évolution permettant des réalisations exceptionnelles. Celle de l'Église de la Sainte Famille, bien entendu, est l'un des meilleurs exemples concrétisés par cette confrérie d'hommes de métier toujours en quête du meilleur de soi. Ils sont souvent écoutés. Quelquefois jalousés, mais toujours respectés. Ils suscitent des questionnements. Donc on en viendra à la fin de la conférence pour ce questionnement. Justement, profitez de cette conférence pour mieux comprendre ce qui les anime. Une animation vous sera reproduite. Alors là, on va faire ça virtuellement, mais à la fin, je vous exprimerai ce que nous avons vécu quand nous avons mis en charge la voûte. Comme toujours, nous nous posons les mêmes questions sur ce que les gens de métier, chacun à son niveau de compétence, arrivent à réaliser en se rassemblant pour bâtir un ouvrage. Cela tient non pas du miracle, mais d'une parfaite symbiose entre plusieurs ouvriers pour répondre à l'attente d'un client dans la réalisation de son projet. Après bientôt 6 décennies de carrière, je peux vous témoigner que conduire un chantier, petit ou grand, est toujours une grande chance, car l'acte de construire nous construit nous-mêmes. Tous les acteurs accèdent dans leurs échanges, dans le travail, à des notions soit cognitives, comportementales, affectives et émotionnelles. Très important. Lors de ma carrière, j'ai côtoyé en grande entreprise l'un de mes supérieurs qui était directeur de travaux à l'époque, un directeur de travaux émérite. En bâtiment, il ne connaissait pas grand-chose dans la pierre, mais on l'a converti. On l'a converti et il me disait il n'y a pas de beau chantier sans bons clients. Et à l'époque, oui, effectivement. Mais je rajoutais, oui, mais faut-il encore acquérir sa confiance? Nous étions alors d'accord sur l'essentiel, la qualité du travail. Pour cela, il faut faire appel à des gens de métier qui ont conscience de la responsabilité passée en eux. Effectivement, quand on délègue un travail, il faut que la personne qui reçoit cette commande puisse prendre tout de suite conscience de la responsabilité qu'il prend. Voilà. Alors donc, où les trouver? Ce que je peux encore vous témoigner, c'est qu'ils existent. Et ils restent témoins de savoir-faire et savoir-être qui forcent le respect devant autant d'abnégation dans le travail. Alors l'abnégation dans le travail nous conduit dans un monde ouvrier œuvrant suivant des règles éthiques et déontologiques. Pour la construction de l'église de la Sainte Famille, tout était réuni. Il y avait d'abord l'association diocésaine de l'archidiocèse d'Aix et Arles, les architectes BGL, suivi de la maîtrise d'œuvre, des bureaux de contrôle et puis bien sûr des entreprises. Ce rassemblement de grande valeur, motivé comme jamais, a ainsi vécu l'une des plus belles réussites de ce début du XXIe siècle. Et ce soir, donc, je vais être plutôt focus sur les hommes de métier bâtisseurs dans l'âme, issus du compagnonnage inscrit par l'UNESCO en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Alors, il y a 3 associations qui sont les plus représentatives en nombre de compagnons. Alors, ce sont la première, l'Union compagnonique des compagnons du Tour de France des Devoirs Unis, qui a été fondée en 1889 au Congrès de Paris regroupant les anciens devoirs. La deuxième, c'est l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, qui, elle, a été créée en 1941 et reconnue d'utilité publique en 1943. Et la troisième, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment,
qui, elle, qui est née en 1952 et qui regroupe 7 associations de métiers. En ce début du XXIe siècle, 5 autres mouvements plus minoritaires, issus de scissions envers les plus représentatives, font du compagnonnage sur les mêmes valeurs, que ce soit le savoir-faire ou le savoir-être. Donc en France, aujourd'hui, ce sont près de 15 000 compagnons qui sont actifs, même si l'UNESCO en dénomme 45 000, comprenant apprentis et jeunes qui ne deviennent pas compagnons, parce que, évidemment, tous ne deviennent pas compagnons. Pour avoir été formateur pendant 13 années à l'Association ouvrière des compagnons du devoir à Tours, je peux vous dire que l'apprentissage d'un métier en compagnonnage est l'un des meilleurs en France. Normal. Pourquoi? Alors je vais vous démontrer pourquoi. Enfin, je vais essayer. Alors, cette formation, elle est complète et elle est surtout originale. Elle s'appuie sur, d'abord, le métier. Ensuite, chez nous, on voyage. Et puis, chez nous, on vit surtout en communauté. Et puis, ensuite, il y a les anciens qui sont là pour l'initiation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'association ouvrière, je mets peut-être le micro un peu loin de ma parole. Ça va mieux comme ça? Oui. Il faut me le dire. Donc aujourd'hui, en chiffres clés, 11 300 jeunes sont formés par année, dont 2600, alors je passe les détails, 2600 sur le Tour de France. Ce qui est important également, c'est que nous avons un réseau de 28 000 entreprises qui sont en partenariat avec l'association, de façon à ce que nos jeunes soient embauchés chaque fois qu'ils changent de ville ou de continent. Cette association, elle comprend 1 460 salariés et 4 800 bénévoles. Alors le bénévolat, c'est là aussi, on pourrait... Mais voilà, c'est comme à la Sainte Famille. Voilà, on a besoin de tout le monde pour encadrer nos jeunes avec leurs problèmes. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils en ont quand même quelquefois. Donc on est là pour veiller au grain. 90% des jeunes, en tout cas, ont un emploi à l'issue du Tour de France. C'est une marque de fabrique. On a 209 sites d'accueil en France et à l'étranger. Je me reprends en pays. Voilà. Alors on a une dialectique qui est assez commune, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors les pays, c'est les métiers qui sont au sol. Et puis les coteries, c'est les métiers qui s'élèvent. Pardon. Non, on ne va pas polémiquer. Alors. Oui, il y a toujours une petite rivalité en fait entre les pays et les coteries. Les pays, ce sont les métiers qui travaillent plus en atelier et les coteries sont ceux qui sont plus sur les chantiers. Voilà, donc c'est pour ça au pays. Tu peux intervenir aussi. Donc les pays sont plutôt fins et les coteries sont plutôt brutes, mais bon, ça, je vous laisserai juger. Bon, allez. Donc, nous en venons à nos instituts. 14 instituts de métiers pour 35 métiers représentés à l'association. Et le dernier né, c'est l'Institut de la transmission. Ça fait 4-5 ans, un peu plus. Ouais. Bon, enfin bref. L'objectif, c'est de garantir la pertinence des formations proposées par l'association. Alors là, je vais juste rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est important. Vous allez voir un petit peu pourquoi nos jeunes professionnels aujourd'hui sont un peu meilleurs. Alors ça s'appuie sur, au niveau des rôles et des missions, ça s'appuie sur d'abord la formation, évidemment, la recherche, la rencontre et la mémoire. Alors concernant la formation, former au métier tel qu'il sera dans 5 ou 10 ans. Parce qu'il ne faut pas attendre, si vous voulez, l'évolution des techniques pour former nos jeunes à ces techniques.
Parce que sinon, quand ils arrivent dans l'entreprise, eh bien, ils sont à côté de leur pompe. Hein. Enfin, pardonnez-moi. La gestion des formations professionnelles, évidemment. La création est mise à jour suivant les évolutions à venir. Et puis la création et gestion des ressources formatives. Alors là, on est toujours en lien aussi avec l'éducation nationale, évidemment. Parce que nous préparons aussi à des diplômes. On n'a pas que des certificats de qualification. Voilà. On prépare aussi des diplômes. Donc, évidemment, il faut toujours se référencer au référentiel de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche, c'est toujours réaliser une veille liée au métier, aux compétences, à l'emploi, très important, à la pédagogie et aux technologies de transmission. Alors évidemment, là encore, si on reste sur le bord de la route et puis ne pas maîtriser tout ce qui concerne les problématiques que sont l'emploi, on ne fait pas notre boulot. Donc on essaie toujours d'être raccord avec la demande. Au niveau des rencontres, représenter les compagnons du devoir dans sa filière et représenter sa filière chez les compagnons du devoir, intégrer son action dans la filière pierre, surtout, évidemment, auprès des branches professionnelles, des acteurs, et ainsi de suite. Voilà. Aussi, la mémoire, je vais revenir un petit peu là-dessus, juste après. Au niveau de la mémoire, c'est surtout la préservation, c'est-à-dire la valorisation des connaissances et des savoir-faire, c'est-à-dire coucher sur le papier ce qu'on a fait à un temps donné, de façon à ce que les jeunes qui suivent puissent savoir comment travaillaient les anciens. C'est un petit peu ce qui se faisait, mais malheureusement, ça ne s'est pas toujours fait correctement. Aujourd'hui, nous avons donc un institut à Rodez, que je vais vous présenter juste après, qui, lui, justement, fait passer un diplôme reconnu par le ministère du Travail, et c'est un BTMS, un brevet des métiers supérieurs, de formation et des métiers supérieurs. Et donc, voilà un petit peu le plan du parcours de formation d'un jeune qui arrive donc pour apprendre un métier. Donc, il commence par le CAP de tailleur de pierre. Ensuite, il continue, il peut passer un CAP marbrier, après un titre professionnel maçon du bâti ancien. Et puis, ensuite, nous avons des centres de formation à la Fondation de Coubertin, à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Nous avons donc des brevets techniques des métiers supérieurs à Rodez. Nous avons d'autres bâtiments, alors là, c'est en relation avec le CNAM. Et puis, on peut aller jusqu'à la licence pro. Alors, vous voyez, bon, on n'a pas à rougir, si vous voulez, au niveau de notre formation, parce que nous avons la possibilité d'avoir des jeunes, par le métier, qui peuvent arriver aussi à des postes importants. Voilà, et on en a besoin. On en a besoin. Les compagnons du devoir, donc, forment des jeunes professionnels de leur premier pas dans le métier jusqu'à la gestion d'entreprise et de travaux. La formation est proposée dans la France entière par le biais de nos 4 centres de formation. Alors, au niveau des 4 centres de formation, il y en a un à Bordeaux. Maintenant, oui, c'est plus la mode Tendéron, c'est Bordeaux. Tu me reprends, Franck? Saumur, Bayargues, et le 4e, Champs-sur-Marne. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... voilà, on arrive à rassembler un maximum de jeunes pour leur apprendre un métier. Donc, afin de faire perdurer l'usage des matériaux naturels ainsi que les fondamentaux des métiers de la pierre, les compagnons du devoir ainsi que l'Institut mènent une action de veille et prospective permanente. La différence qu'il y a, c'est que nous, les apprenants, si vous voulez, ils sont souvent dans le métier. Et ils viennent par vacation donner des cours donc, aux jeunes.
Et par alternance, le jeune, il est vraiment bien préparé pour prendre la responsabilité d'un travail en entreprise. Donc, également, il participe au groupe de travaux de filière pierre et via sa cellule Devenir des métiers anime des cycles de réflexion. Alors, le Devenir des métiers, c'est un travail qui est réalisé de façon à identifier, si vous voulez, les progrès qui se font dans la technique, dans la manière d'aborder un dossier, etc., de façon à ce que, justement, on puisse maîtriser, au bout du compte, tout ce que nous demandent les maîtrises d'œuvre, notamment les bureaux de contrôle, etc. Donc il faut être en phase avec la réglementation, évidemment, parce que c'est important aujourd'hui. La réglementation est de plus en plus lourde, mais bon, il faut faire avec. Et puis si on n'est pas conscient de cela, eh bien, on fait des bêtises. Voilà. Un balcon qui tombe, par exemple, c'est pas vraiment sympa. On en reparlera à la fin. Au niveau des rencontres, voilà, bon, ben là, je ne vais pas quand même décrire tout ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, on essaie d'organiser, en tout cas, soit des colloques, soit des conférences avec des architectes, avec des ingénieurs, avec des universitaires également, de façon justement à ce qu'on soit toujours mais pas à côté de nos pompes, quoi. Il faut être vraiment dans l'instant. Voilà. Et surtout avoir les acquis de façon à répondre à la demande. Ensuite, vous avez bien sûr la mémoire, c'est-à-dire la librairie du compagnonnage, qui se trouve donc derrière l'hôtel de ville à Paris. Et là, vous trouvez tous les livres techniques, si vous voulez, sur l'histoire du compagnonnage, c'est sûr, mais c'est surtout aussi sur les techniques, soit les charpentiers, soit les tailleurs de pierre, soit les menuisiers, soit les couvreurs, etc., etc. Il y en a 35 métiers. Voilà. Alors, il y a maintenant mais ça fait 30 ans, l'encyclopédie des métiers. L'encyclopédie des métiers, c'est une grande encyclopédie, justement, qui permet d'asseoir la manière, si vous voulez, la technique employée, en tout cas, par écrit. Voilà, donc tout est dans les écrits, et chaque fois qu'on a un doute, on va dans les écrits, et ça nous permet d'avancer. Alors, je fais une petite synthèse. Devenir compagnon du devoir, donc, je l'ai déjà dit, mais c'est s'engager dans le respect pour les autres et pour soi, avoir la possibilité d'agir en accord avec ses idées et avoir à cœur de transmettre ce que l'on a reçu et ce que l'on a appris. En quelques mots, un compagnon du devoir, c'est un homme ou une femme qui a appris son métier en accomplissant un Tour de France qui a été reconnu par ses pairs pour son savoir-faire comme pour son savoir-être. Car être compagnon du devoir ne se résume pas à des compétences professionnelles, c'est s'efforcer d'être capable, digne, libre et généreux, capable dans son métier, digne dans son comportement, libre d'agir en accord avec ses idées et généreux, en n'attendant rien en retour de ce que l'on donne, parce que c'est souvent le problème. Le compagnonnage repose donc sur 4 piliers, le métier, le voyage, la communauté et puis bien sûr l'initiation. Alors le métier, loin d'être une finalité, le métier permet de l'autonomie. C'est vrai que quand on maîtrise un métier, on peut aller dans une entreprise et le patron, il est sûr que quand il va donner une commande à son ouvrier, il va être sûr que cette commande sera réalisée dans les règles de l'art. Ce n'est pas toujours vrai.
Mais en tout cas, c'est souvent vrai. Pardon. Donc, je passe au voyage. Ah oui, j'ai parlé d'alternance tout à l'heure. J'ai parlé d'alternance parce que c'est vraiment la clé de la réussite, l'alternance. Voilà. Donc, vous avez un temps en centre de formation et un temps en entreprise. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout voir en entreprise. Sur un chantier, bon, on voit certaines choses, mais pas tout. Voilà. Donc, en centre de formation, on voit justement des choses que l'apprenant va avoir à solutionner dans les autres entreprises lors de son tour de France ou lors de son tour à l'international. Donc, j'y reviendrai un petit peu après aussi, justement. Donc, ça me fait le lien pour le voyage. Donc, le voyage. Le fameux Tour de France. Moi, j'ai mis le prestigieux Tour de France. Je trouve ça plus joli. Qui dépasse aujourd'hui largement les frontières de l'Hexagone. Il oblige à se remettre en question, à abandonner ses habitudes, à trouver de nouveaux repères et à aller vers les autres. Important. Ça aussi. Toujours aller vers les autres parce que moi-même, si j'avais pas eu la chance de rencontrer des personnes qui justement avaient ce savoir-faire, tout de suite on voit si la personne a un savoir-faire. Déjà, quand on la rencontre, on voit qu'il a un savoir-être. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, mais il ne faut pas être timide, il faut y aller, il faut la rencontrer, poser des questions. Bon, malheureusement, on est obligé de mettre des coups de pied aux fesses aux nos jeunes parce qu'ils ne viennent pas demander aux anciens, quand ils ont un problème, en les sent un peu timides, trop. Mais bon, c'est comme ça, on a été comme ça. Donc, voilà. Donc, il faut qu'ils trouvent des nouveaux repères et aller vers les autres. C'est une façon d'apprendre, une autre manière de faire ou de penser, une autre culture. Il permet aussi de découvrir davantage sur son métier, mais aussi sur soi, sur les autres et sur le monde. Ensuite, vous avez la communauté. Alors, la communauté, justement, c'est quelque chose aussi qui nous distingue. Voilà, communauté qui est en lien entre les générations. Alors bien souvent dans les maisons, il n'y a pas assez d'anciens. Ouais. Ou quand il y a des anciens, le jeune il arrive à la table et vous êtes juste à l'hors d'œuvre que lui il est au dessert. Bon, alors c'est quand même dommage. Alors on est obligé de forcer et dit bon alors qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Dans quelle entreprise tu es? Etc., etc. Bon, allez, on établit le lien et voilà. Et il sort quelque chose, en tout cas. Enfin, il s'en rappelle. Hein. Il s'en rappelle d'avoir rencontré l'ancien. Mais bon. Mais cette communauté, c'est quand même un passage qui apprend à vivre justement en société. Voilà. Donc, respecter l'autre qui est en face de lui, et puis, c'est sûr, se respecter soi-même. Parce que, quand même, un jeune qui arrive, ben, il a son histoire. Il a son histoire, et bon, des fois, eh ben, il faut finir ce qui n'a pas été fait avant. Bon, donc on lui explique, voilà, il dit, bon, oh. T'as vu là, t'es sorti, regarde comment t'as laissé les toilettes, bon, etc., etc. Et là, tu sors pas de la table comme ça, hein, oh. Donc voilà, tu t'en vas avec ton assiette et puis bon, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est des petites choses, c'est du détail, mais voilà, ça permet de vivre en communauté. Et ça, c'est important parce qu'il y a la communauté de lieu dans une maison. Mais il y a la communauté d'esprit.
C'est-à-dire qu'on peut se trouver à New York, on peut se trouver, je ne sais pas moi, à Sydney ou à Taïwan, voilà, parce que c'est ça qui se passe. Mais bon, on est toujours en relation par l'esprit à dire, oui, mais attends, moi j'ai appris à me tenir comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut se tenir, parce que sinon... Voilà, bon, enfin, bref. Donc, l'initiation, ça part de là. Ça part de là, quand on est autour d'une table, on partage le pain. C'est ça, le compagnonnage. Mais on partage un tas de choses. Il y a des valeurs. Et là, on a mis des jeunes dans des maisons de retraite, c'est ça, voilà. Et ça se passe bien, ça passe bien parce que voilà, ce sont des gens qui sont quatrième âge, souvent. Mais bon, voilà, donc il y a un lien qui s'établit entre cette jeune génération qui sont là. Bon, et ils sortent des choses intéressantes. Ils sortent des choses intéressantes. Mais là encore, bon, on essaie d'élargir en tout cas notre manière de vivre. Alors concernant l'initiation, comprise comme le cheminement jalonné, toujours les jalons. Alors les jalons, c'est aussi bien dans la manière d'être que dans la manière de faire. Voilà. Donc nous avons un parcours de formation qui est jalonné. Voilà. Donc, premier jalon, bon, mais tu as une liste d'exercices à faire. Et puis, voilà. Et tant que tu n'as pas fait le premier jalon, mais tu ne peux pas passer au second. Voilà. Alors, il y en a qui font en 3 semaines. Enfin, je grossis le trait. Mais bon, mais ceux qui mettent un peu plus de temps, ben, écoute, tu mets le temps que tu fais, que tu veux, mais il faut que tu fasses ton premier jalon avant d'attaquer le second. Bon, et tout est ainsi, voilà. Et petit à petit, c'est comme un escalier. Hein. Alors, il y en a qui prennent l'ascenseur, d'autres prennent l'escalier, mais voilà, moi, je préfère prendre l'escalier. Au moins, ce qui est acquis est acquis. Voilà. Parce que si on va trop vite, ben, on retombe aussi vite. Bon. Alors, donc, ça, c'est le début. Et à l'occasion de moments festifs réunissant la communauté, l'adoption qui permet de démarrer son Tour de France est la réception au cours de laquelle on est reçu compagnon du devoir. Alors, l'adoption, le jeune, il arrive. Bon, en principe, il arrive pour faire son Tour de France. Alors, bon, quelquefois, ça ne se passe pas bien, donc il s'arrête. Mais bon, ceux qui prennent l'adoption, il faut d'abord qu'ils comprennent ce que veut dire un Tour de France. Alors, bon, les prévôts sont là pour leur expliquer, les maîtresses de maison, etc. Nous avons toute une organisation qui fait que le jeune n'est jamais tout seul. Soit il y a les anciens, soit il y a les prévôts, soit il y a la dame hôtesse, qui devient souvent mère des compagnons. Mais enfin, il y a toujours quelqu'un qui le conseille et lui donne la marche à suivre, qui est en principe une ligne la plus droite possible. L'initiation est une progression qui associe l'individu au métier, au voyage, à la communauté, puis à la cité. Alors la cité, après, quand on le retrouve évidemment dans la cité, eh bien, il n'a pas besoin d'un habit pour reconnaître qu'il a quelque chose pas comme les autres. Souvent, c'est ça. Et puis après, quand on le voit à l'œuvre, après, on comprend tout de suite, quoi. On comprend tout de suite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, à partir de ces 4 piliers, chaque jeune homme et jeune femme qui veut tenter l'aventure avec les compagnons du devoir est invité à devenir peu à peu capable, digne, libre et généreux. Alors, le Tour de France est ponctué, donc voilà les 2 étapes. Donc, l'adoption. Alors, c'est une cérémonie fraternelle et joyeuse qui marque le départ sur le Tour de France, au cours de laquelle celui ou celle qui devient alors aspirant va forger sa conscience professionnelle et sa connaissance du métier.
Ça, c'est le premier passage. La seconde, c'est la réception. La réception, c'est un travail qui est réalisé, donc, alors oui, c'est appelé souvent chef-d'œuvre, mais c'est un travail de réception. Le chef-d'œuvre, c'est autre chose. C'est autre chose. Un travail de réception, c'est un travail qui est fait avec la technique à l'instant T. Voilà. Et après, le jeune, il continue son parcours, même s'il est compagnon. Après, il passe, on a une autre étape, compagnon fini. Et puis après, il va jusqu'au bout. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, quand on est compagnon, c'est pour la vie. Alors voilà un petit peu la synthèse que je vous fais. Alors, pour en revenir à notre grande église de la Sainte Famille, donc pour ce projet de la construction, une première passerelle a été établie entre l'architecte et l'Institut des Compagnons du Devoir de Rodez. Donc l'Institut, je vous en ai parlé. Donc là, tous les compagnons de l'Institut qui étaient présents à l'époque se sont mis autour de la table, dont Franck, et donc ont essayé de voir si la coupole n'allait pas tomber. Alors, pour étudier la faisabilité de la construction, une modélisation a été réalisée en DAO par les compagnons de l'Institut à partir des plans de conception de l'architecte. Je te laisse un petit peu dire un mot là-dessus, non? On y reviendra après. On y reviendra après. C'est peut-être plus le sujet de demain, mais... Oui, tu as raison. Tu veux, on prend pas. Oui, voilà, juste 2-3 mots. Non, c'est juste de voir... bon. D'accord. Oui, enfin, si tu veux. Moi, ce que je veux dire, ce qui est intéressant surtout, c'est que dans notre parcours de formation, à 25 ans, j'étais formateur. J'avais pas bac plus 10. Hein. Moi, je suis tailleur de pierre, un CAP de tailleur de pierre, un bac D. Mais voilà, à 28 ans, j'ai fait une église comme ça. À 25 ans, j'étais formateur à l'Institut de la Pierre. On a un prévôt, pareil, qui est là avec nous. Il est directeur d'une maison de compagnons. Quel âge tu as? J'ai 25 ans. Voilà, donc il a 25 ans. Voilà, le parcours des compagnons, ça permet ce genre de choses. C'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on sort des standards aujourd'hui qu'on peut appliquer partout, où on regarde les CV des personnes avec ta bac plus combien, etc. On n'est pas du tout dans ce cursus de formation-là. On donne la chance à tout le monde et selon les compétences de chacun, on va pouvoir prendre et s'épanouir en prenant ce qu'on a à nous donner et en donnant nous aussi ce qu'on a apporté. Voilà, c'est vraiment ça qui est fort dans ce parcours de compagnon, c'est qu'il n'y a pas de... Même si on n'a pas de diplôme, ou on essaie de s'identifier au diplôme de l'éducation nationale, de toute façon, évidemment, c'est normal. Mais le parcours est complètement atypique, c'est une aventure qu'on vit, où on nous donne beaucoup de chance. Merci Franck. Alors une seconde passerelle a été établie entre l'architecte, l'Institut, et puis bien sûr un bureau d'études, puisqu'il fallait quand même un bureau d'études technique. Oui, je l'ai mis, un ATEC de Tours. Je l'ai mis parce que tu en parles dans ton reportage. Voilà. Bon. Alors, voilà. J'ai fondé un ATEC il y a quelques années. C'était au siècle dernier. Mais aujourd'hui, alors nous étions, moi quand j'ai transmis un ATEC, nous étions 2. Aujourd'hui, ils sont 15. 15 ingénieurs. Bon, ben, ils ne font pas que de la pierre. Quand j'ai transmis mon bureau d'études, je faisais 10% de béton armé et 90% de pierre. Et maintenant, ils font 90% de béton armé et 10% de pierre. C'est comme ça. Pourtant, on a des carrières. Hein. Oui, on a des carrières. On en parlera après. On peut faire des belles choses avec la pierre. Pas que le bois aussi. Donc ce BET a été chargé de compiler les données de calcul des ingénieurs, d'élaborer des panneaux de taille. Alors, c'est un peu technique ce que je vous dis. Mais pour tailler une pierre,
conformes pour bâtir une coupole, c'est pas évident. Pas évident du tout. Donc il faut des panneaux. C'est comme le tailleur. Voilà, il coupe selon un patron. C'est bien ça, hein? Mais nous, c'est pareil. Voilà. Donc on taille la pierre en fonction du panneau, qui lui est tiré d'une planche de... Ah, là, je fais attention avec mes mots techniques, mais de stérotomie. La stérotomie, c'est l'art de la coupe de pierre. Voilà. Bon. Donc nos panneaux, ils servent... voilà. Et donc... Franck, il a sorti également les panneaux. Voilà. Et le bureau d'études, par contre, il a fait ce qu'on appelle les feuilles de débit. Donc les feuilles de débit, je vais les voir juste après. Voilà. Ces feuilles de débit, voyez-vous, là-haut, voyez, ici, c'est les quantités. Ici, c'est un angle. Là, c'en est un second. Là, c'en est un troisième. Là, c'en est un quatrième, etc., etc. Donc, chaque face qui est taillée a un angle différent. Rendez-vous compte, on commence avec une épaisseur à la base de 60 cm et on termine à l'oculus avec 25 cm d'épaisseur. Donc, vous avez une multitude de données qui font que si on n'avait pas eu l'ordinateur, enfin l'informatique, on n'aurait pas pu, enfin on aurait pu, mais ça aurait été un travail monstrueux. Et juste pour ceux qui seraient intéressés, je pourrais vous présenter, si vous voulez. Alors il y a l'étude, puisqu'ici nous sommes classés en zone sismique, donc il y a une étude de réaliser. Voyez-vous? Voyez? Avec donc, pour savoir comment la voûte se comporte, si vous voulez, dans le cas de séisme. Voilà. Et chaque pierre a été contrôlée par un logiciel qui s'appelle Hercule, au hasard. Hercule. On pourrait l'appeler autrement, mais bon. Et là, vous avez donc toutes les données qui sont rassemblées, on appelle ça donc les résultats d'analyse modale, et chaque pierre est répertoriée. Alors il y en a que quelques-unes ici, je n'ai pas tout porté, mais vous voyez, toutes les pierres ont été identifiées et mises en pression, et de façon à voir comment ça allait se comporter la voûte. Et en fait, la voûte, elle se comporte toute seule. Il n'y a pas besoin de béton. C'est ce qu'on appelle les éléments discrets qui permettent justement s'il y a un séisme, ça tient debout. Pourquoi le pont du Gard il est toujours debout? C'est aussi à cause de ça. Et les arènes aussi, de Nîmes, pareil. Bon, enfin, bref, il y a eu des études faites, justement, avec ces logiciels qui sont quand même très performants, qui nous permettent justement de répondre, en tout cas, aux questions des bureaux de contrôle pour pouvoir réaliser l'ouvrage. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez aller dans l'église de la Sainte Famille, hein, elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Je peux vous l'assurer. Où c'est que j'ai mis ma zapette? Je passe par là si tu veux. Qu'est-ce que... Ah, elle doit être là-bas. Je l'ai mis dessous. Ouais. Ça va? Alors, non, ça j'ai fait. Alors voilà, donc je parlais des entreprises tout à l'heure. Alors bien sûr, il faut les présenter, les entreprises. Il faut les présenter. Alors, la maîtrise d'ouvrage, l'association diocésaine, et en disant ça, je pense au Père Donat.
archevêque d'Aix, je passe aussi Monseigneur Fête. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, les BGL architectes, merci Monsieur François Gauthier. William, avec qui j'ai travaillé également beaucoup, et Jean-Claude Bord. Anatech, Pierre Armine et GNO Numérique, c'est le bureau d'études avec qui j'ai travaillé pour toute la réglementation parasismique. Bien sûr, l'école des mines d'Alès, je pense à Marc Vinche. Calvi, bois et structure, tout ce qui concerne le centre paroissial, et puis aussi la mezzanine. Calvi et bois, structure, donc ARD ingénierie, toute l'acoustique. Alors là, un petit mot là-dessus, parce que c'est très important. Quand vous rentrez dans l'église, vous avez l'impression qu'il y a des étoiles sur la voûte. Donc ça nous a facilité la tâche, honnêtement. Ça nous a facilité la tâche parce que, bon, Franck pourra vous en parler demain, mais en fait, les pierres ont été taillées de manière à ne pas, en tout cas, à se défausser de l'intervention du coup de main de l'outil. Le coup de main de l'outil a été remplacé par la scie qui a laissé sa trace sur la pierre. Voilà. Et dans les angles aigus, ils avaient tendance à casser. Voilà. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle un chanfrein. C'est-à-dire, on a coupé l'angle et ça nous a permis de faire des pièges à son. Et dans les trous, on a mis donc un isolant qui permet de concentrer le son dans le trou, en fait. Voilà. Alors, M. Gauthier peut-être pourra mieux détailler cela demain. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand on rentre dans l'église de la Sainte Famille, qu'on se trouve dans la coupole, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'aurais vu des LED, moi, dans chaque trou. Bon, non. Bureau de contrôle Socotec Veritas et les entreprises. Alors, les entreprises, chapeau bas, parce que les entreprises, alors ici, il y a monsieur Jacques Lehohan. Ah, il est là. Voilà. Ici, merci de ta présence. Parce que, si vous voulez, au départ, on était un petit peu, tenu par le budget. Et au départ, Franck faisait partie de Anatech, du bureau d'études Anatech. Mais bon, c'était vraiment très lourd. Et puis, pour lui, c'était mieux qu'il soit directement sur le chantier plutôt qu'au bureau d'études. Donc, et il a été embauché directement par l'association Bota Vivian, l'entreprise. C'est ça? Voilà. Donc, et tout a commencé par là, parce qu'ensuite, ils ont embauché des compagnons, et ils n'étaient pas beaucoup, hein, ils étaient 5, je crois. 3 au départ, et puis de temps en temps 5. Après, il y a eu... Au départ, c'était Enrique qui était avec moi à Rodez, qui avait vu le projet, que ça lui disait bien de venir. Ouais. Entre deux, on avait récupéré Cédric et William. Alors, je pense que ça va, le son. Oui. On avait récupéré Cédric et William qui étaient à leur compte et qui voulaient redevenir un peu salariés. Oui. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est du bouche-oreille. Hein, c'est ça. Mais voilà, c'est-à-dire que quand il y a une réalisation de cette importance, on rassemble toutes les compétences de manière à ce qu'on puisse répondre à la commande. C'est ça l'avantage des compagnons. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs,
vous avez beaucoup de jeunes qui s'établissent auto-entrepreneurs. Et puis, bon, ben, quand ils ont des petits chantiers, tout seuls, ça va. Mais quand ils ont un gros chantier, ben, ils se rassemblent et ils font le gros chantier. Voilà. Donc, il y a une mutualisation, si vous voulez, du matériel, ce qui est vraiment super. Et ils arrivent à répondre à des commandes et moyennant des coûts qui sont moins importants, évidemment, que des grosses entreprises avec des structures beaucoup plus lourdes. Mais bon, pour certains chantiers, ça peut le faire. Au niveau des entreprises principales, donc il y a Bota, donc ça. Ensuite, il y a donc les toitures, la charpente, bien sûr les terrassements, l'étanchéité. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que au niveau de la couverture, c'est des couvertures en cuivre à joint debout. C'est donc là encore un métier qui est important et dont le savoir-faire est vraiment remarquable. Voilà, parce que c'est vrai que ça a été, c'était pas évident, hein, parce que le support, en tout cas, c'est les couvertures chaudes. Et voilà, mais ils s'en sont bien sortis, vraiment chapeau bas. Bon, voilà. Voilà au niveau, si vous voulez, des entreprises. Bon, et après, évidemment, il y a, alors je ne l'ai pas noté, mais il y a l'entreprise Perry. L'entreprise Perry qui a été vraiment de grande qualité parce que c'était pas évident d'avoir un étaiement pour arriver à faire cet ouvrage. Et oui, on s'est souvent arraché les cheveux. Oui, tu veux dire un mot là-dessus? Peut-être. Non, c'est bon. Alors attends, où j'en suis moi? Attends. Je vais en avant ou en arrière? Tu vas en avant. Ah oui, là, j'étais pas... T'es un peu trop en avant. Oui. C'est bon. Ah oui. Attends, je ne voudrais pas manger le temps. On va le faire, sinon tu nous Et j'ai à 7h30. Bon. Voilà. J'en étais là. Alors, bien sûr, tout commence par la carrière. Alors, vous voyez, il y a eu un stockage parce que l'emplacement pour stocker les pierres, il n'était pas grand. Hein. Donc, on pouvait stocker qu'une semis par... alors, la durée de pose d'une semis, c'était une semaine. Une semaine, voilà. Donc, il fallait livrer une semis par semaine. Voilà. Donc, vous voyez, les cailloux, là, on dirait des sucres, mais ils font quand même entre 200 et 500 kilos. Même il y en a qui font plus de 500 kilos. Les premiers faisaient une tonne, hein? Oui, parce qu'en plus, c'était de la pierre dure. Voilà. Alors, le stockage, oui, juste. Alors, il y avait donc une station de stockage mince. Voilà, une station de stockage à la carrière et bien sûr ici sur le chantier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, je m'occupe de passer si tu veux. Pardon? Je peux m'occuper de... Ah oui, d'accord. On va le faire. Ah ben oui. Alors voilà, donc les fondations, vous voyez, on revient à ce que je vous disais dans le sommaire. Ben là aussi, hein, s'il n'y a pas de bonne fondation, ben, ça ne le fait pas. Donc, c'était quand même assez impressionnant également au niveau des fondations. Bon, j'ai pas tout mis parce que je les ai pas comptés, mais enfin, je dois avoir 3000 photos à peu près. Donc, sur les piliers, notamment les piliers qui permettent justement de répondre au bureau de contrôle au niveau parasismique. Les piliers, vous allez les voir peut-être après, je ne sais pas si je les ai mis. Non, je ne les ai pas mis. Bon. Mais voilà, donc vous voyez, les pierres, elles sont hexagonales. Enfin, c'est pas
les pierres sont taillées de façon justement à ce qu'il n'y ait pas j'essaie de trouver les mots pour ne pas vous prendre la tête, mais on appelle ça un coup de sabre. Il ne faut pas que les pierres, si vous voulez, soient posées avec des joints qui s'alignent. Voilà. Il faut toujours croiser les joints de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture dans le mur, ne serait-ce que par un affaissement du terrain ou un tremblement de terre, etc. Donc voilà, Franck a trouvé cette manière de faire et ça lui a bien réussi puisqu'on a réussi à faire la voûte. Alors là, juste, tu reviens en arrière, je voulais juste donner un petit point sur l'autre après, encore. Voilà. Ici, alors je ne sais pas si si nous sommes au-dessus des ouvertures, parce que là, cette voûte, on peut l'assimiler à la Vieille Charité. Il y a une coupole à la Vieille Charité, mais il n'y a pas d'ouverture dans la coupole à la Vieille Charité à Marseille. Mais là, ici, on avait des ouvertures. Et là, on a pu faire intervenir le bureau de l'école des mines d'Alès de façon à ce qu'ils puissent calculer les tirants, ces tirants en inox qui ont été mis dans l'assise au-dessus des ouvertures de façon à maintenir, si vous voulez, la résistance en cas de séisme. Bon, c'est juste un petit détail. Je voulais juste... Voilà, pardon. Alors là, on arrive à la coupole. J'ai mis vers l'oculus. Là aussi, hein, toujours merci l'entreprise Perry, parce que là, on est passé, si vous voulez, d'une méthodologie de support au dévers. Et là, par contre, il a fallu porter la calotte de façon à ce que ça soit bien. Et là, c'est vraiment du cousu humain. Du cousu humain, parce que là, pour arriver à faire joindre les panneaux les uns par rapport aux autres, c'était pas évident. Hein. Ça a été vraiment un casse-tête. Mais ils s'en sont bien sortis. Hein. Ils s'en sont bien sortis. Et là, vous voyez à gauche, donc c'est des éléments qui sont posés comme cela, les uns à côté des autres. Voilà. Alors ça paraît simple là, comme ça, mais ça l'est pas du tout. Et là, vous pouvez voir aussi, vous voyez, je vous parlais des petites réservations. Là, vous voyez, c'est ça, les angles qui sont coupés et qui font que vous voyez, c'est les pièges à son. C'est les pièges à son, et au fond, après, on a mis, je crois que c'est de la laine de verre finalement que j'ai mis, non hein, c'est ça hein. La laine de roche. Vas-y. Voilà. Alors là, nous avons terminé. Nous avons terminé. Donc là-haut, vous voyez l'oculus. Et là, vous voyez ici, donc vous avez 12 pierres qui font le tour de l'oculus, voilà, qui font penser donc aux 12 apôtres. Et quand on a décentré le dernier élément, bon, là, on l'a fait virtuel, évidemment, mais quand nous avons fait cela, c'est pas tous les jours qu'on fait une église et qu'on fait surtout une voûte. Et les anciens, à minuit, ils décentraient la voûte et la voûte se mettait en pression et on entendait un grand crac. Et voilà. Donc, mais bon, si, ça a été un bon moment. Ça a été un bon moment parce que bon, on est sûr de rien finalement. On est sûr de rien. Ah, tu passes à la suivante ? Voilà. Alors là, on est à la consécration. La consécration. Alors l'autel, ben, c'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur qui a fait ceci. Voilà. Voilà. Et la pierre, c'est la pierre de...
c'est la Tavel. Ah, la Tavel, voilà. Merci Franck. Voilà. Alors là, j'ai pas mis les... Mince, j'ai reviens en arrière. Pardon. Encore? Non. Là. Bouge plus. Là, vous avez les chapiteaux. Alors ce sont des chapiteaux. Les 4 chapiteaux ont été gravés les Saint-Marc, Saint-Jean, Luc et le 3e il n'y est pas, mais voilà. Matthieu et Luc. Et donc c'est dommage parce que je pensais que Cédric aurait pu venir, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est 2 compagnons qui ont réalisé les gravures. Donc Cédric, lui, il a fait, il a fait l'ange, je crois. Enfin, il en a fait 2. Et puis Yannick. Alors Yannick, c'est un aspirant qui a eu la satisfaction de se marier dans l'église à Istres il y a 20 ans. Et donc, voilà, et sa fille a aujourd'hui 20 ans. Je trouve ça sympa. Alors voilà, donc le partage à la consécration. Voilà, on retrouve bien sûr des compagnons. On retrouve Monsieur Vial, on retrouve Yannick, justement, Yannick dont je viens de vous parler. Là, c'est un compagnon, alors lui, il est bordelais, lui, il est Languedoc, lui, il est tourangeau, lui, il est provençal, et puis bien, il y en a d'autres. Il y a Raymond, ah oui, Raymond, alors lui, c'est un Auvergnat. Raymond. Donc, voilà, c'était un bon moment également qu'on a passé tous ensemble. Vas-y, tu passes. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait un trombinoscope. Enfin, j'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. Mais enfin, je l'ai retrouvé et j'ai trouvé ça sympa parce qu'on retrouve beaucoup de personnes qui ont participé. Père Donat, Père Brice Roux. Voilà, et puis bien d'autres. Je voulais juste porter une petite particularité sur notre grutier. Notre grutier. Picot. Ben oui, mais c'est dommage parce que si on n'avait pas eu cet homme-là, ça aurait été beaucoup plus difficile, je crois. Parce que pour arriver à poser les pierres, ah ouais, c'était un maître. Ah oui, c'est... ben écoute... Ah oui, oui. Et quand si tu le rencontres un jour, chapeau bas. Voilà. Bon, ben on va passer aux questions. Merci. Merci. Alors allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que je passe avec lui ? Pardon ? Alors, nous, on reçoit après la fin de troisième. La fin de troisième, et après, les compagnons, il ne faut pas qu'ils viennent après 25 ans. Le maxi, c'est 25. Et puis ensuite, il faut un parcours de 5 ans, minimum. Minimum. Donc, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Bon. Finalement, moi j'étais délégué de métier entre 2008 et 2013, mais je n'ai pas tout perdu. Hein. Je peux encore... j'ai pas tout perdu. Mais voilà, donc ça dépend après de chacun.
ou chacune, parce que bon, vous en avez qui vont plus vite que d'autres. Mais bon, l'important c'est de devenir compagnon. Voilà, parce que c'est quand même un état qui est important. C'est un état qui est important. Voilà. Alors quand nous sommes entre nous, nous avons ce qu'on appelle les couleurs, où on a tous nos symboles. Mais quand on est en public, on n'a pas besoin de couleurs. Le comportement fait que nous sommes compagnons. Voyez-vous? Voilà. Ah, alors, oui. Ah, son itinéraire. Mais est-ce qu'il... Oui. Ah, mais ça, c'est les vœux. Alors, ils font des vœux. Ils font des vœux pour les changements de ville. Alors, il y a des métiers, ils changent de ville tous les 6 mois. Et il y a d'autres métiers tous les ans. Alors, bon, notamment les menuisiers, ils changent tous les 6 mois, je crois. Hein, c'est ça? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, l'avantage des menuisiers, c'est qu'ils font beaucoup plus d'entreprises que les tailleurs de pierre ou que les maçons. Quoique les maçons, ils font tous les 9 mois, je crois. Oui. Bon, bref, mais l'itinéraire, il n'est pas tracé dans le marbre. Il peut aller... les vœux qu'ils font, il y a 3 vœux. Donc le premier, bon, c'est ce qu'ils voudraient faire. Le deuxième, c'est en cas qu'il n'y ait pas d'embauche là où vous voulez aller. Et puis le troisième, pareil, si les 2 premières ne peuvent pas embaucher, c'est mort. Donc il y a une 3e possibilité. Puis des fois, il y en a même une 4e. Mais bon, déjà avec 3, en principe, ils trouvent. Mais bon, en général, pas forcément. Bon. Voilà, mais il n'est pas tracé d'entrée de jeu. Voilà, c'est vraiment, comme je disais en début de ma petite intervention, c'est les opportunités, c'est les rencontres, c'est aussi... Il y a plein de choses qui rentrent. Mais voilà, c'est ça l'avantage. C'est un petit peu... on va à l'aventure. On va à l'aventure. Voilà. Et où que l'on soit, de toute façon, on a tout à apprendre, de toute manière. Voilà. Donc on revient en principe plus construit. On revient plus construit. Bonsoir. Oui. Oui. Non. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. La première question, d'abord, merci pour votre conférence. Merci. Alors, la première question concerne votre logo. Votre logo. Oui. Alors, je n'arrive pas à bien le comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose comme l'envol, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, vous avez évoqué à un moment donné, dans votre conférence, les anciens devoirs. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Voilà. Merci. Alors, au niveau du logo, mais ce sont des oiseaux. Voilà. Donc, le jeune qui s'envole, il s'envole justement pour acquérir la connaissance. Voilà, tout simplement. Et il voyage comme les oiseaux. Voilà. Alors il y a des oiseaux qui sont sédentaires et puis il y en a d'autres qui sont itinérants. Bon, voilà, donc on les retrouve en Afrique et puis après on les retrouve ici en Europe. Bon, mais c'est pareil. Voilà, donc le jeune il parcourt son voyage. Comme font les oiseaux. Voilà. Alors, pour en revenir aux anciens devoirs, ben, c'est sûr qu'avec toutes les scissions qu'il y a eu, notamment au XVIIe, ça a commencé aussi avant, mais voilà, ces anciens devoirs étaient... c'est souvent dû aux religions.
vous avez aussi cette confrontation qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques. Et chez les anciens devoirs, c'était pareil. Donc il y a eu des scissions qui ont été faites suite à cela. Voilà. Donc ça, c'est les anciens devoirs. Mais par contre, il y avait beaucoup, parce que ils étaient, alors je ne sais plus le nombre qu'ils étaient, mais ils étaient 200 000 à l'époque. 200 000 compagnons. Donc ça faisait plein de petits compagnonnages de famille. Et puis, bon, après, évidemment, avec les positions de certains, ben, voilà, il y a eu les scissions qui se sont révélées. Alors, bien sûr, il y a eu des compagnons qui ont essayé de rassembler. Alors, bon, j'en ai un qui me vient à l'esprit, Agricole Perdiguet, il est connu. Il est bien connu, il a essayé de rassembler les devoirs, mais bon, il n'est pas arrivé complètement. Et puis après, il y a eu Jean Bernard. Jean Bernard qui a créé l'association en 1941, mais pareil, il a essayé de rassembler des devoirs, mais il n'a pas tout à fait réussi. Mais bon, n'empêche que depuis ces 200 000 compagnons à l'époque, on n'est plus que, là, si on s'en tient à l'UNESCO, 45 000. Bon. Et 45 000, c'est le trait est forci parce qu'ils comprennent les apprentis et les compagnons qui ne sont pas reçus, etc. Bon. Moi, je table sur 15 000 et c'est déjà pas mal. Actif. Voilà. Oui. Vous avez dit que l'origine du compagnonnage remontait au XIVe siècle. Oui. Je peux parler? Après, je réponds à monsieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Je réponds à monsieur. D'accord. Oui, alors, 14e, bâtisseur de cathédrale, oui, bien sûr. Mais, alors là, bon, je ne voudrais pas rentrer aussi dans trop de détails, mais en tout cas, oui, c'est ce qui a rassemblé les compagnons à la construction des cathédrales. Ça, c'est un fait, puisqu'on a retrouvé les marques de compagnons sur les pierres, les tracés, sur les bois, les tracés des marques de compagnons sur les bois. Et là, c'est un témoignage de ce qu'ont fait les compagnons à l'époque. Mais voilà, donc, bien sûr qu'on peut faire un lien, oui. Alors, la naissance des compagnons... On peut remonter un peu plus loin, mais c'était pas organisé. C'était des confréries qui étaient des guildes, voilà. Mais bon, là, il faudrait faire appel à un historien pour ça. Et le livre de François Hichet en parle de cela. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Ce livre est vraiment très bien fait parce que c'est vraiment un spécialiste du compagnonnage et c'est quelqu'un de remarquable, François Hichet. Donc vous avez à votre disposition des livres, bon, le coût est honnête, 35 €, voilà. Mais vous avez quelque chose où vous pouvez retrouver des réponses à votre question. Jean-Jacques, si je peux intervenir. Au XIVe siècle, effectivement, quand il y a eu ce grand mouvement de construction de cathédrales, on a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, en fait. Et cette main-d'œuvre qualifiée, elle n'était pas locale, elle tournait. Donc c'est là que s'est mis la structure un petit peu du compagnonnage, avec des auberges, avec des sites qui accueillaient les ouvriers qualifiés. Et tout ça s'est organisé encore par les corporations à cette époque-là. Et donc, du coup, les corporations étaient aussi, comment est-ce qu'on dit, mandatrices de la qualité du travail. Elles avaient cette responsabilité-là. Et c'est là que ça s'est organisé un petit peu, tout ça. Voilà. Dans ces lieux de passage, qui n'étaient pas forcément des compagnons, mais c'était des lieux de passage quand même, où il y avait ces ouvriers qui travaillaient et qui devenaient apprentis, compagnons et plus tard maîtres.
Oui, puis ça gênait les rois également. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi Le Chapelier qui a arrêté justement parce que le pouvoir était dans les mains des ouvriers. Mais tout à fait. Ça, c'est un peu plus tard, je pense. Mais, oui. Au XIVe siècle, c'est tout à fait d'actualité. Voilà. Monsieur ? Oui, bonsoir messieurs. J'avais deux questions. La première, c'est l'étude mécanique de l'ouvrage. Alors, pour ce qui concerne l'étude mécanique de l'ouvrage, donc on a vu que vous avez une structure en pierre. Est-ce qu'il y a eu un des choix de pierre en amont qui ont été faits? Est-ce qu'une étude mécanique a été faite au niveau des compressions de matériaux? Ça, c'était la première des choses, parce qu'on a vu que c'était des pierres quand même assez monumentales, on va dire. Et ma deuxième question, pour laquelle vous répondrez plus facilement, peut-être, c'est la conversion du compagnonnage que j'ai connu à Marseille dans les années 66-67, qui existe toujours, je pense, et l'évolution par rapport à l'ordinateur, par rapport aux nouvelles techniques. Comment ça s'est passé au niveau des jeunes, au niveau des nouveaux outils? Moi, j'ai vu des assemblages faits, j'ai vu des épures dessinées sur le sol, chose que je ne sais pas actuellement comment ça se passe. Mais j'ai vu la 3D. La 3D n'existait pas il y a... Et je voudrais savoir comment ça s'est passé au niveau de l'évolution, cette partie du compagnonnage, on va dire, moderne. Voilà, entre guillemets. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir posé cette question. Oui. Question. Partie mécanique. Le choix des pierres a été fait par qui? Peut-être par le bureau d'études, peut-être par l'architecte a donné son avis. D'où viennent les pierres? Parce qu'on vous a mal entendu, monsieur, à un moment donné. Ah oui, d'accord. Alors, au niveau des pierres, bien sûr, j'allais dire, c'est la calculette qui a aussi défini la pierre. Parce que le budget était serré. Et donc, il y avait ça. Il y avait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le circuit court, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une carrière qui soit pas loin de Istres. Voilà. Donc, la pierre qui a été choisie déjà en premier lieu, c'est une carrière qui soit près de Istres. Donc, une carrière a été localisée sur la pierre de Cabéran. Et la pierre de Cabéran, elle est à 60 km à peu près. C'est ça. Voilà. Alors, au niveau de l'étude mécanique, je pense que là, est-ce que le CSTB est intervenu? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne pense pas. Le CSTB n'est pas intervenu. Mais par contre, dans le calcul que je vous ai montré en début, enfin, je ne l'ai peut-être pas montré à tout le monde, mais ça a été fait. Ça a été réalisé. Si la pierre est suffisamment résistante, c'est une pierre tendre, la pierre de Cabéran. Elle est très tendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu la laisser aux intempéries. C'est pour ça qu'il a fallu faire une couverture chaude en cuivre de façon à protéger la pierre. Voilà, parce que la pierre n'était pas suffisamment résistante pour la pluie, le vent, etc. Ouais, oui, pour la compression également. Mais l'importance du volume de la pierre fait que on n'a pas de souci. Ça n'a pas bougé. Ça fait 20 ans qu'elle est en place et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Pour la seconde question, en ce qui concerne les années 70, moi j'ai démarré plus tôt, mais bon, moi j'ai été confronté tout de suite effectivement à l'informatique. À l'époque, on n'en était pas à ce qu'on est aujourd'hui. C'était les balbutiements. C'était vraiment la zone pour arriver à sortir quelque chose. Fallait s'accrocher. Et nous, chez les compagnons, on faisait des cours. On donnait des cours d'informatique par des ingénieurs
qui était bien sûr connaisseur de la chose. Et donc nous, anciens, enfin moi j'étais moyennement ancien à l'époque, mais en 70, moi j'allais faire des cours déjà à la Maison des Compagnons de Bordeaux pour apprendre l'informatique, et les jeunes pareil. Donc voilà, et on a mis en place en tout cas, après on pouvait faire du Word, alors c'était pas Word à l'époque, je ne me rappelle plus comment c'était d'ailleurs, mais bon, enfin Excel non plus, bon, enfin, on apprenait à se servir de l'outil informatique déjà. Voilà. Puis après, avec les logiciels, eh bien, on s'y est mis. Alors, comme moi, bon, moi j'étais un petit peu déjà dans le circuit bureau d'études, donc je m'y suis mis tout de suite. Mais il y en a beaucoup qui ne s'y sont pas mis, et puis, bon, puis qui aujourd'hui ne savent pas toujours. Hein, donc voilà. Mais nos jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de souci avec ça. Ils sont nés avec, donc il n'y a pas de souci. Hein, ils s'en sortent. Moi, je vois mon fils, moi, quand il s'y est mis, il était maître d'hôtel à Bordeaux, et puis il est venu me voir un jour, et il me dit, moi, je veux faire ce que tu fais. Je lui dis, t'as fumé la moquette ou quoi? Ben, et maintenant, il est responsable dans une entreprise de taille de pierre, de maçonnerie taille de pierre, et il s'en sort très bien. C'est lui qui fait les plans et tout. Parce qu'il avait, voilà, il savait se servir d'AutoCAD et puis de tous les logiciels qui font, voilà, le BIM, le fameux BIM pour les synthèses, etc. Donc il n'y a pas de souci aujourd'hui. Chez les compagnons, de toute façon, ça rentre dans leur cursus de formation. C'est dans les jalons, justement, qu'ils trouvent justement les formations ad hoc. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si les compagnons du devoir avaient des équivalents dans des pays voisins. Et si oui, est-ce que vous avez des échanges avec ces autres confréries ou structures? Oui. Oui, nous avons des échanges avec les Allemands. Avec les Allemands, on a beaucoup d'échanges. On fait des échanges. Alors, on fait des échanges également avec les Italiens, évidemment. Chez les Italiens, il n'y a pas de compagnonnage. Par contre, en Allemagne, il y a une sorte de guilde qui ressemble aux compagnons. Voilà. Mais on a des passerelles, oui. Franck ou Prévost, pays, tu peux en dire plus là pour répondre à monsieur? Donc effectivement, on a des échanges avec les compagnons allemands, donc qui est le, je crois, peut-être que je dis une bêtise, mais le seul mouvement compagnonnique qu'il y a à l'étranger. Et eux, en fait, ils font tout à pied et ils n'ont pas le droit de dépenser d'argent pour être hébergés durant leur transport et leur hébergement. Donc souvent, très souvent, ils viennent dormir dans les maisons en France de l'association ou même de la fédération, parce que tout simplement, on les héberge gratuitement et après, on partage des soirées avec eux, on a des échanges entre les jeunes. Et la barrière de la langue n'est pas une barrière, en fait, finalement. Et quand ils vont à l'étranger, on a aussi la possibilité d'être rémunéré par Erasmus. Et ça, c'est intéressant pour nos jeunes. Voilà, quand ils vont à l'étranger, ils travaillent, ils apprennent une langue, et puis en plus, ils se forment à d'autres méthodes de travail, et puis, bien sûr, tout ce qui va avec. Mais ça, c'est super, quoi. Et donc maintenant, il y a Erasmus Pro. Erasmus Pro, ça, justement, c'est fait pour nos jeunes qui partent à l'international. Et pour 35 métiers. Oui. Moi, j'ai une question technique, mais d'abord, je voudrais féliciter les gens qui ont travaillé sur cette réalisation. Merci. Très belle. Quand je reçois de la famille ou des amis, je leur fais visiter la cathédrale du Haut et je termine par celle du Bas. Quand on arrive à celle du Bas, ils sont émerveillés. Ils la trouvent très belle. Mais ma question technique, c'est au niveau de l'acoustique. Ah oui. Parce qu'ils la trouvent très belle, mais ils me font toujours la remarque de dire il n'y a pas d'orgue dans cette église. Et ça choque. Donc, est-ce que vous avez prévu, si un jour il y a des donateurs, on ne sait jamais, ça peut arriver, les miracles arrivent,
qu'il y ait un orgue dans cette église, est-ce que l'acoustique a été étudiée en conséquence? Oui, J'aimerais avoir une réponse là-dessus. Mais une réponse, je ne vais pas faire une réponse de Normand. Hein. Non, mais l'acoustique, effectivement, c'est extrêmement difficile de trouver la... Parce que, comment c'est avec les sons. Les sons, quand c'est des parois verticales, bon, on peut mieux maîtriser. Mais quand c'est des parois ovoïdes, là, c'est excessivement difficile, honnêtement. Alors, il y a un endroit... alors, bon, Monsieur Gauthier peut peut-être répondre à ma place, mais je sais que de toute façon, si on met un orgue comme Notre-Dame, comme celui de Notre-Dame, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ben oui, parce que ce qu'on a, nous, dans les ouvrages d'art que faisaient les anciens, vous avez dans les châteaux ce qu'on appelle des voûtes en cloître. Et bien, le son, vous mettez dans un coin, et puis là-bas, celui qui est au milieu, il n'entend pas ce que dit celui qui est à gauche avec celui qui est à droite. Mais là, c'est un peu pareil. Voilà. Donc le son, il suit la parabole, mais il ne descend pas au milieu. Alors, on a mis des pièges partout, mais ça ne suffit pas. Alors là, je peux vous dire que non. Mais pourtant, il y a quand même un orgue petit. Ouais, un petit orgue. Mais trop petit. Ah oui, électronique. Ah d'accord. Oui, mais là effectivement, c'est un problème. En tous les cas, les gens qui la visitent de ma famille sont émerveillés. Ben, oui, parce que même nous qui l'avons réalisé, on a le frisson. Quand on rentre dans l'église, on a le frisson. C'est quelque chose qui est... Mais en tout cas, nous, on est vraiment très heureux d'avoir participé à cet ouvrage, ça c'est sûr. Je vous remercie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là encore 20 ans après, pour vous faire partager ce qu'on a vécu. Mais bon... Oui. Ah oui. Bonsoir François Gauthier, architecte. Pour compléter la réponse à monsieur sur la résistance de la pierre, pourquoi a été choisi, pour rappeler une partie importante qu'ont fait les compagnons du réseau compagnonique, hein, ils ne passent pas leur temps à jouer aux billes ni à tricoter, et il y a à l'Institut de la Pierre, il y a le site qu'on appelle Mémoire de pierre, qui est une base de données colossale, intéressante, fondamentale, où toutes les pierres sont répertoriées avec leurs caractéristiques techniques, physiques, etc. Et à partir de quoi on peut choisir avec des tris différents, des tris sélectifs, en fonction de ce dont on a besoin. Tout est répertorié, on connaît tout à l'avance. Voilà. Mémoire de pierre, un travail extraordinaire. Oui, bonjour. Comment, chez les compagnons, concilier une vie familiale avec des gens qui sont en perpétuel mouvement? Ah, oui. Ça ne va pas être évident. Non, non, ça ne l'est pas. Il faut emmener madame avec soi. Oui, pourquoi pas. Non, mais je plaisante, mais c'est sûr. Mais bon, je dis madame avec soi, mais ça peut être monsieur avec soi aussi. Ben, il faut évoluer. Ouais. Non, mais oui, évidemment. Non, mais ça, de toute façon, c'est un choix. C'est un choix. C'est une direction qui permet de s'épanouir. Bon, donc voilà, c'est un choix. Soit on s'épanouit et puis on bâtit ensuite à deux. On peut philosopher sur cela. On peut philosopher, mais bon, moi j'ai mon sentiment. Mais voilà, donc quand on est jeune et puis quand on est jeune, nous sommes des éponges. Donc tout ce qui passe, voilà. Et si on ne profite pas de cela, c'est dommage. On passe à côté de quelque chose.
Et justement, le Tour de France, c'est justement pour que, étant jeune, on puisse absorber le maximum de connaissances. Ah, voilà, très bien. Voilà. C'est très très bien. Oui, oui. Bonsoir Eva. Bonsoir Eva. Ah. Ok, bravo. Merci Eva. Bravo pour la passion. Ça vous suffit? Ça me va. Une autre question, mais il y a combien de pierres dans cette voûte? Vous savez? Combien de pierres alors? 1500 sur la coupole. 1500. 1500. Ah, il y a Gérard qui va répondre. 1500, c'est ça. Hein, 1500 pierres.